Aujourd'hui, le pôle cancer biosanté vous propose, autour d'un atelier, d'échanger autour de la question de la responsabilité des acteurs dans le cadre de la pratique de la télémédecine, avec un accent particulier qui va être apporté sur la question du respect de la vie privée dans un contexte de télémédecine européen. Je voudrais remercier l'école d'ingénieurs Isis de Castres de nous accueillir ce matin et également l'université d'été de la e-santé qui nous a invités à animer cet atelier ce matin. Cet atelier au cours duquel nous vous proposons de vous apporter des éléments d'information et de réflexion sur la question de la responsabilité qui s'applique en matière de télémédecine. Donc dans un premier temps, le professeur Arnay nous accompagnera vers une clarification de la définition de la pratique de la télémédecine. Puis Monsieur Roussel nous placera dans un contexte juridique qui permet de décrire aujourd'hui la responsabilité qui s'applique pour l'ensemble des acteurs intervenant lors de la mise en œuvre d'un acte de télémédecine. Et enfin, Madame Ariel Sebag fera un focus plus particulier sur les questions liées au respect de la vie privée en matière de télémédecine dans un contexte qui désormais est européen. Donc je vais laisser la parole une dizaine de minutes à chacun des intervenants et puis je vous proposerai après d'intervenir et d'interagir avec nous si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Bien, personnellement, je vais être un peu plus court dans la mesure où les deux orateurs qui me suivent sont les plus importants car ils vont vous parler de ces problèmes juridiques qui sont quand même l'essentiel des préoccupations que l'on peut avoir dans le domaine. Et donc, je me contenterai, puisque je vois, d'après certains participants que je connais, que ce sont des gens largement informés en matière de télémédecine et de e-santé, il n'y a pas d'introduction très précise à faire. Quoi qu'il en soit, il est vrai que sur le plan éthique, on s'est posé des questions au départ de la télémédecine, de savoir si finalement ces modes de pratique médicale étaient dans la droite ligne justement des règles de bonne pratique médicale et s'il y avait un respect en particulier de l'éthique telle qu'on la conçoit. En réalité, il est certain qu'on reconnaît tous à la télémédecine des qualités réelles, d'abord en termes d'offre de soins, dans la mesure où elle peut permettre de pallier plus ou moins à certaines désertifications médicales qui ne sont plus uniquement, il faut bien le reconnaître, le problème de terre étrangère. Il y a indiscutablement une amélioration de la prise en charge des patients, une épargne, et ça c'est un sujet bien entendu très important, une épargne pour les patients porteurs d'une maladie chronique de certains déplacements. Ça c'est un des aspects que la télésurveillance essaie de développer. Et aussi, il y a pour ces patients une meilleure qualité de vie dans la mesure où ils se sentent sécurisés par une prise en charge à domicile et ils sentent qu'en permanence, ils sont branchés en quelque sorte sur le médecin. Enfin, une limitation appréciable pour eux des examens de la nécessité de déplacement pour des examens complémentaires et bien entendu un des avantages de la télémédecine. En plus, finalement, sur le plan toujours de l'éthique, la télémédecine, en particulier la téléexpertise, répond à une exigence du Code international d'éthique médicale de l'AMM, c'est-à-dire que pour un médecin, lorsqu'un examen ou un traitement dépasse ses capacités, il doit consulter ou adresser le patient à un autre médecin disposant des compétences nécessaires. Et ça, c'est une réalité qu'il est souvent difficile d'avoir l'avis d'un confrère si on n'a pas des moyens simples de travailler avec lui. Alors, il y a des règles déontologiques. Du point de vue déontologique, un acte de télémédecine ne doit exister que s'il y a une nécessité justifiée par l'absence d'une possibilité de réaliser une offre de soins présentielle de même qualité. Alors, il y a eu de nombreuses craintes qui peuvent se concevoir vis-à-vis de la télémédecine. D'abord, il est vrai qu'en France, on est indiscutablement attaché
à ce que l'on appelle le colloque singulier, cette espèce de rapport particulier, complexe même, à la fois de domination et de dépendance et aussi d'affection et d'attachement qu'il peut y avoir entre un médecin et son patient. Et dans cette mesure, la remise en cause de cet échange particulier, de ce colloque singulier, est un souci, avec notamment la peur que l'écran soit effectivement un écran dans cet échange. Et d'autre part, il est vrai que les médecins devenus virtuels pourraient être moins écoutés par les patients. Il y a une distanciation. Il est vrai que le médecin de famille qui vient régulièrement et qui est attaché à son patient crée un rapport d'autorité qui permet certainement une relation plus facile et plus exigeante, mais peut-être directive mais utile pour le patient. Quoi qu'il en soit, il y a une crainte quelquefois que le médecin se sente un petit peu ballotté entre ces différents médecins, les réels et les virtuels. Sur le plan de la jurisprudence, vous le verrez, une nouvelle technologie ne génère pas de facto une nouvelle théorie juridique, mais elle peut conduire à des adaptations. Dans le cas particulier, et pour simplement faire les têtes de chapitre, l'acte de télémédecine est un acte médical qui doit obéir aux règles habituelles, mais s'y ajoutent des différences par rapport à la prise en charge classique, et ces différences doivent être expliquées aux patients, des impératifs liés à l'utilisation des outils et quelques risques inhérents à la téléexpertise, puisqu'on verra que c'est finalement actuellement en France seulement dans un cas de téléexpertise qu'il y a eu un souci médico-légal déclaré. La télémédecine, donc, est une prise en charge collective du patient par des professionnels de santé dont les compétences et parfois même le statut juridique diffèrent, et c'est ce dont on vous parlera. Quoi qu'il en soit, je pense que les véritables problèmes ne sont pas tellement dans la télémédecine telle qu'on la connaît maintenant, mais dans ces risques de déviance. Risques de déviance qui, il faut bien le dire, sont certainement, ce sont des déviances mercantiles, largement favorisées par le fait que les pouvoirs publics n'ont pas décidé une prise en charge financière bien définie, loin de là, des actes de télémédecine. Et bien entendu, chaque fois qu'il y a un vide juridique, il y a toujours des gens pour s'y engouffrer et essayer de faire de l'argent là-dessus. Et il y a un premier problème qui est la complexité liée à l'internationalisation de la pratique. En particulier, tout patient en France, par exemple, peut interroger et essayer d'être pris en charge en télémédecine par des systèmes de low cost en terre lointaine, avec des pays où les droits ne sont pas identiques aux nôtres, où le secret professionnel, les règles d'assurance professionnelle ne sont pas, là encore, semblables aux nôtres, et que se posera les questions en cas de problème, de savoir qui va être compétent, quel est le tribunal, quelle législation va s'appliquer. Un deuxième problème qui va sûrement se développer, c'est le problème du téléconseil médical, directement facturé aux patients ou payé par des mutuelles qui le proposent à ses adhérents. C'est un plus attractif et c'est un argument de vente pour certaines mutuelles que de dire on vous fournit une prise en charge par une équipe médicale. C'est vrai qu'il y a une équipe de médecins derrière, équipe de médecins qui doit apporter des réponses instantanées avec des précisions cliniques qui sont souvent limitées et avec un risque majeur d'erreur. Beaucoup d'entre nous ont toujours eu horreur de porter des diagnostics par téléphone et je crois que c'est quelque chose qu'il faut continuer à avoir comme principe. Alors, c'est vrai que la HAS, pour essayer de réguler un peu tout ça, a proposé une labellisation des sites qui pourront prouver leur fiabilité en souscrivant une certification HON, Health on the Net, mais ça ne peut être qu'une demande volontaire, ce n'est absolument pas obligatoire et finalement, il y a très peu d'utilisateurs qui savent que ça existe et qui vont aller chercher si le site qu'ils interrogent est effectivement labellisé. Et donc, le problème, c'est que l'acte médical dans ce cas-là devient un produit de consommation.
Ne parlons pas des solutions de M-Santé, ou disons en un mot. Actuellement, il y a 17 000 applications mobiles sur Apple Store, dont un quart sont payantes. Alors on peut tout se faire, l'examen médical, le petit matin avec son téléphone portable. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut absolument séparer la télémédecine qui a de vraies exigences bien codifiées et dont on va maintenant vous parler. Je pense que c'est M. Roussel qui m'a... Voilà, c'est bon. Merci professeur. Donc effectivement, vous avez bien parlé, introduit et bien décrit avec votre vision de praticien hospitalo-universitaire ce que c'était la télémédecine, mais vous avez terminé vos propos en évoquant du téléconseil, en évoquant tout un tas de pratiques que l'on va pouvoir inscrire plus ou moins dans ce que l'on appelle la e-santé, la télésanté. Et ce qui est sûr, c'est que pour nous autres juristes, il est très important de ne pas amalgamer ce qui va être la télémédecine et ce que va être la télésanté ou la e-santé. D'un point de vue juridique, effectivement, seule la télémédecine est définie par les textes et clairement identifiée, est un objet juridique identifié. Tout le reste, ça va rentrer dans des choses qui sont certes des usages plus ou moins positifs, le professeur Arnay vient longuement de l'expliquer, mais en tout état de cause ne sont pas des choses qui ont une existence légale strictement définie. La télémédecine, je vais rapidement passer là-dessus, puisqu'aujourd'hui ça commence à largement être entré dans les mœurs et dans la compétence de tout le monde, est quelque chose qui est prévu par le Code de la santé publique, qui a été codifié par la loi HPST. Alors la loi HPST, un petit rappel rapide tout de même, c'est cette loi de 2009, Hôpital, Patients, Santé et Territoire, qui est ces dernières années un texte fondateur tout de même pour tout ce qui est la santé, qui a été modifié par la suite par la loi Fourcade de 2011, mais qui est venu non pas introduire la télémédecine, car la télémédecine était déjà prévue par des textes, je ne saurais pas vous dire exactement depuis quelle loi, mais était déjà prévue par les textes, mais d'une manière un petit peu floue. Toujours est-il que la loi HPST de 2009 est venue introduire cet article L6316-1 dans le Code de la santé publique en y donnant une existence véritablement officielle et en abrogeant l'article précédent. Mais comme très souvent en droit, il y a l'aspect légal et l'aspect réglementaire. Pour que la télémédecine devienne vraiment quelque chose, un objet juridique identifié, je l'ai dit tout à l'heure, il a fallu attendre le décret du 19 octobre 2010, qui est un décret d'application de la loi HPST, et qui est venu précisément définir ce qu'étaient les actes de télémédecine. Alors le professeur Arnay en a parlé, il a évoqué la téléexpertise, domaine qui vous est particulièrement cher. Il y en a d'autres, on va rapidement les voir. La téléconsultation, la télésurveillance, téléassistance, réponse médicale, je ne m'attarde pas dessus, puisque c'est quelque chose, un cas un petit peu particulier. Toujours est-il que ces termes-là, téléconsultation est quelque chose qui parle relativement à tous. C'est tout simplement le fait de faire une consultation à distance par des moyens numériques. La téléexpertise, bien, ça va être, pour vulgariser, le fait d'analyser notamment des clichés d'imagerie médicale par un praticien qui est géographiquement distant. Alors là, il y a un petit peu plus de couches techniques, puisqu'il faut des clichés d'imagerie médicale, c'est de suite beaucoup plus lourd. Donc il faut des dispositifs avec du débit, etc., qui permettent de mettre à disposition les clichés. La télésurveillance, le professeur Arnay a parlé de cet aspect sécurisant pour un patient qui pouvait être en HAD, MAD, d'être surveillé un petit peu en continu, et cet aspect surveillance rassurée est quelque chose de très important. Ça peut être de la télésurveillance, parce qu'il peut y avoir d'autres choses. La téléassistance, ça va être de pouvoir assister à distance un professionnel de santé dans un acte médical. Alors, on a des aspects, des exemples très médiatiques, avec des opérations à distance, des robots, etc. Ça peut rentrer dans le cadre de la téléassistance au sens de la télémédecine telle qu'elle est définie par le Code de la santé publique. Et j'insiste dessus sur ce slide, la télémédecine, ce n'est que ça, et ce n'est pas autre chose d'un point de vue juridique. Alors, en pratique, la télémédecine... oui, voilà, c'est le bon slide. En pratique, la télémédecine, on va dire qu'il y a essentiellement deux types de conditions. Je vais commencer par celle qui est le plus oubliée usuellement,
tout le monde, en effet, pense au deuxième point, j'y viendrai après, qui sont les conditions techniques, notamment les industriels ou les acteurs la retiennent bien, mais pour mettre en œuvre de la télémédecine au sens de la loi, il y a des conditions juridiques. Alors, là, le décret de 2010 parle explicitement du recueil du consentement de la personne. Là, on rentre dans le périmètre de la loi informatique et liberté. Donc là, Madame Rial Sebag sera beaucoup plus compétente que moi pour aborder ces aspects. Mais il y a également quelque chose de très important qui est qu'un acte de télémédecine doit entrer dans un programme soit de télémédecine nationale porté par l'ASIP ou le ministère, indirectement, plus ou moins directement, pardon, ou en tout état de cause être prévu par un contrat ou une convention entre l'ARS et les personnes la mettant en œuvre. Alors j'ai employé le mot personne au sens juridique du terme, c'est-à-dire ça peut être une personne physique, un professionnel de santé, ou une personne morale, un établissement de santé, qu'il soit public ou privé. Donc, des conditions juridiques, je reviens dessus, qui sont souvent fréquemment oubliées, mais pour réellement faire de la télémédecine, je dirais dans les clous, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire dans le cadre légal tel qu'il est prévu, eh bien normalement, il faut que ces conditions juridiques soient remplies. Et ensuite, il y a des conditions techniques. Alors le décret, là aussi j'ai fait juste un résumé, j'ai le décret si vous aviez des questions, prévoit bien évidemment des dispositifs d'authentification, d'accès aux données médicales, puisque là on rejoint les aspects éthiques évoqués par le professeur Arnay, puisque un professionnel médical, lorsqu'il prend une décision médicale, se doit de la prendre avec tout ce qui lui permet de la prendre, et donc évidemment d'avoir accès à ces fameuses données médicales. Ça prend tout son sens lorsqu'on est dans le cadre de télé quelque chose. Je ne reprends pas les détails, puisque lorsqu'un praticien est à distance, il faut qu'il ait accès non pas forcément qu'à un cliché, mais peut-être à d'autres données médicales. Alors là, je parle en béotienne de la médecine, mais c'est l'esprit de la loi, toujours est-il, d'avoir accès à toutes les données qui permettent au professionnel médical de prendre une décision juste et justifiée. Le décret, et ce n'est pas négligeable, parle également que lorsque c'est nécessaire, de la formation doit être prévue et dispensée pour les professionnels de santé qui mettent en œuvre la télémédecine. Ce n'est pas négligeable et c'est très bien que le décret l'ait prévu. Enfin, des choses véritablement techniques, il est prévu par le texte que tout acte de télémédecine doit faire l'objet d'une fiche d'observation, d'un compte rendu et d'un horodatage. Alors là, je m'arrête 2 secondes sur l'horodatage pour prendre le texte parce que ça me paraît important de s'y attarder juste quelques instants, puisque l'article R6316-4 du Code de la santé publique, donc partie réglementaire, dans le cadre de ces conditions techniques, prévoit effectivement que l'acte de télémédecine note la date et l'heure de l'acte. Alors moi personnellement ça me choque un petit peu parce que la date et l'heure de l'acte c'est quelque chose d'un petit peu flou, surtout lorsque quand on est un petit peu je dirais au fait du droit de l'informatique, on a vu déferler ces derniers mois ou ces dernières années tout un tas de textes sur les dispositifs de horodatage avec ces textes juridiques que personnellement je n'aime pas trop, c'est-à-dire c'est des choses très techniques avec une capsule juridique autour, mais toujours est-il des choses très pointues sur des dispositifs de horodatage. Or, ce décret-là dit simplement qu'il faut enregistrer la date et l'heure. Alors là, après, c'est quelque chose qui pourrait, puisqu'on parlait d'interprétation juridique, un jour ou l'autre être soumis à diverses interprétations. Je me permets juste, avant de passer au slide suivant, une petite observation. Vous m'avez peut-être entendu sans arrêt jongler entre la notion de professionnel médical et de professionnel de santé. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'il est bon de repréciser juste en 2 mots. Le Code de la santé publique, effectivement, distingue bien les professionnels médicaux que sont les médecins, que sont les dentistes, que sont les sages-femmes, je crois, et les professionnels de santé que vont être tous les auxiliaires médicaux, etc. Et le décret de télémédecine joue avec une subtilité absolument superbe entre les mots professionnels médicaux et professionnels de santé. Ce n'est pas des erreurs sémantiques, puisqu'il permet précisément de faire réaliser des actes de télémédecine par un professionnel médical avec un professionnel de santé à distance. Ça veut dire qu'en termes de responsabilité, et on arrive au mon slide suivant, eh bien, on va avoir effectivement déjà un transfert de responsabilité sur des professionnels médicaux de santé qui n'ont pas les mêmes régimes de responsabilité ou en tout état de cause ne sont pas forcément habilités à réaliser les mêmes actes.
Bon, ça c'est un petit peu pointu, un petit peu spécialisé. Je vais revenir peut-être à des notions de responsabilité un petit peu plus générales. Alors, il faut savoir que cette notion de responsabilité est quelque chose qui titille un petit peu l'ensemble de la communauté depuis longtemps, puisque la DGOS, service officiel du ministère de la Santé, a jugé bon le 18 mai 2012 de publier un guide, on va appeler ça, qui est téléchargeable sur Internet. Google est notre ami, il suffit de le chercher et on le trouve très facilement. Donc il s'appelle Télémédecine et responsabilité juridique engagée. Ça veut quelque part dire que si la DGOS a publié ce guide, c'est qu'elle a bien estimé que ça répondait à de réelles interrogations. Alors, très honnêtement, ce guide, qui est assez dense, je dirais, a tendance tout de même à s'évertuer à démontrer que la télémédecine ne change pas grand-chose dans le régime de responsabilité mis en œuvre par le biais de la télémédecine par rapport à ce qu'on va appeler de la responsabilité classique. Alors ça, effectivement, quand on lit le guide, on peut difficilement dire qu'ils ont tort. Ceci étant, ce guide est particulièrement rédigé, même s'il est à l'attention avant tout des professionnels médicaux et de santé. Il est quand même fortement rédigé par le prisme des patients. Et effectivement, en termes de responsabilité, vu d'un patient, que l'acte soit réalisé par télémédecine ou, je dirais, en présentiel ou de manière classique, pour simplifier, eh bien, il est évident que le patient, s'il subit un dommage de l'acte médical, quelle que soit la manière dont il a été réalisé, je ne sais pas s'il y a les avocats dans la salle, bien évidemment, le patient, il va agir contre le professionnel médical ou contre l'établissement, ou les deux. Bien évidemment, puisque dans le monde des cliniques privées notamment, très rares sont les médecins salariés. Vous avez des médecins libéraux qui interviennent par le biais d'une convention en établissement de santé privé. Et donc très souvent, la jurisprudence fait qu'un patient agit contre les deux. D'accord ? Donc effectivement, le guide de la DGOS nous explique qu'en termes de responsabilité, ça ne change pas grand-chose, puisqu'effectivement, un patient qui subirait un dommage d'un acte de télémédecine, lui, il va continuer à engager la responsabilité des intervenants médicaux et de santé qui seraient à l'origine du dommage présumé. Mais là où ce guide ne peut être, je dirais, fuit le sujet, c'est sur toute la notion des responsabilités des tiers techniques, puisque en matière de télémédecine, il est évident qu'il va y avoir tout un tas de couches techniques, notamment tout ce qui va être logiciel, progiciel, acheminement des données, et Dieu sait si l'acheminement des données est quand même une problématique où aujourd'hui on peut savoir faire, amener de la sécurité, de la redondance, mais à quel coût ? Ce coût est-il supportable par des établissements de santé ou notre système de soins ? Nul ne le sait. Et également, il y a tout ce qui est hébergement, stockage, notion de data center, etc., etc. Donc, cette notion de responsabilité des tiers techniques, elle est pas véritablement abordée dans le guide, et là, elle peut fortement intéresser les acteurs, justement ces tiers techniques, ces industriels que je qualifie de tiers techniques, puisque eux, évidemment, ne sont pas à l'abri que certes le patient a engagé la responsabilité d'un médecin ou d'une clinique ou d'un hôpital, mais l'industriel n'est pas à l'abri que la clinique, le professionnel médical ou l'hôpital agissent en responsabilité contre le tiers technique ou plusieurs tiers techniques, s'il estime que lui subit un dommage de par des fautes qui sont contractuelles ou des inexécutions contractuelles. Donc là, on rentre dans un régime de responsabilité que l'on va appeler un régime de responsabilité de droit commun sur des inexécutions ou des fautes dans le cadre d'un contrat. Je vais me permettre, je le garde pour après, de passer à une autre petite remarque qui est que cette complexité pour des industriels ou ces fameux opérateurs techniques s'accentue encore car je suppose que vous savez tous que, sans faire un cours de droit, en France, le système juridique est particulièrement coupé en deux avec d'un côté le droit public et de l'autre côté le droit privé. Ça peut paraître manichéen, mais c'est ça. Et ça prend tout son sens dans le monde de la santé, puisque vous avez dans le monde de la santé des hôpitaux de droit public et des groupes de cliniques de droit privé. Et que bien évidemment, on ne contracte pas de la même manière avec des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé.
Je peux vous illustrer ça de manière très personnelle, puisque j'ai moi-même une certaine notion et expérience de la responsabilité de droit privé, mais que j'ai une collègue de bureau juste à côté de moi qui est une spécialiste de droit public, et chaque fois que nous avons l'occasion de discuter, je me rends compte à quel point je suis en grande partie incompétent dans la notion de responsabilité de droit public. Donc tout ça, bien évidemment, ça devient très important pour des industriels qui viennent à commercialiser ou à vendre des dispositifs qui interviennent au sein d'un dispositif de télémédecine. Là où je voudrais revenir sur cette notion de contrat et de convention, donc pour les tiers techniques. Je reste bien sur les tiers techniques. Et là, je me permettrai de citer le professeur Philippe Le Tourneau, qui est pour moi quelqu'un qui est une sommité en notion de responsabilité contractuelle, qui, ces dernières années, parle beaucoup d'ingénierie juridique. Alors, l'ingénierie juridique est une notion dont il ne revendique pas la paternité, mais dont il manipule le terme avec une subtilité qui est digne de sa prose. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que cette notion de contrat, puisque derrière l'ingénierie juridique, il y a une sous-catégorie qui est l'ingénierie contractuelle, elle vient précisément expliquer à quel point l'équilibre d'un contrat est une subtilité, et une subtilité qui doit répondre à la finalité qui est poursuivie par le contrat. Et ça, si j'insiste dessus, c'est que c'est assez difficile, parce que dans le monde de la santé, comme dans beaucoup d'autres mondes, il y a très souvent un déséquilibre qui d'ailleurs peut s'inverser suivant les situations, entre des personnes qui vont être des établissements de santé et des industriels, suivant que c'est un gros industriel ou une start-up, une PME. Donc un rapport de force qui peut se traduire par des contrats un petit peu à sens unique. Et tout ceci peut conduire à venir accentuer cette fameuse responsabilité que peuvent avoir des tiers techniques. Puisque précisément, en cas de dommage, on peut aller chercher la responsabilité d'un tiers technique plus ou moins facilement. Encore une fois, j'ai dit que ça pouvait s'inverser. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un établissement de santé qui, au contraire, inversement, n'est pas assez protégé par le contrat qui le lie à des tiers techniques qui mettent en œuvre des dispositifs au sein d'un dispositif de télémédecine. Donc, très important de bien encadrer cette notion contractuelle. Et ça, c'est d'autant plus important qu'en France, et actuellement, il n'y a aucun régime de limitation de responsabilité pour les tiers techniques. Lorsque je lâche cette phrase, je pense évidemment à la LSEN, la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui date de 2004 et qui vient encadrer le régime de responsabilité, pour ne pas dire créer un régime d'irresponsabilité, de tous les hébergeurs. Je vous renvoie à toute la jurisprudence qu'il y a depuis des années en matière de propriété intellectuelle ou de brevets notamment, sur les plateformes de commerce en ligne qui bien évidemment vont chercher ce régime d'irresponsabilité ou de limitation de responsabilité propre aux hébergeurs. Et là, et c'est une vision personnelle qui n'engage que moi, je pense qu'il y aurait tout intérêt, si l'État souhaite vraiment favoriser la télémédecine et qu'elle se déploie avec toutes les finalités justes et justifiées et l'enjeu sociétal qu'il y a pour nous, à peut-être légiférer sur quelque chose qui viendrait, sinon limiter, au moins encadrer la responsabilité des tiers techniques. Parce que derrière, il y a des notions d'assurance, etc. S'il y a des industriels dans la salle, ils me comprendront. Toujours est-il, et je termine par cette jurisprudence du tribunal administratif de Grenoble du 21 mai 2010, alors il y en a très peu, paradoxalement, des jurisprudences en matière de télémédecine, il n'y en a qu'une jusqu'à présent. Et cette jurisprudence vient un petit peu justement prendre le contre-pied de tout ce que je viens de vous expliquer, puisque précisément cette jurisprudence-là, elle vient plus ou moins démontrer que le guide de la DGOS a raison et que dans le dossier en question, seule la responsabilité des établissements de santé ont été engagés, un CHU et un CH distant, et qu'à aucun moment, du moins à l'état de cette jurisprudence, de la responsabilité de tiers technique n'a été engagée. Voilà. Ceci étant, il faut être très prudent puisqu'il n'y a qu'une seule jurisprudence, que tous ces systèmes-là sont en train de se déployer. Donc il est évident que toute cette construction jurisprudentielle va se préparer et se construire dans l'avenir. Alors, j'en ai terminé avec cette notion de responsabilité. Maintenant, je vais laisser la parole à Madame Rial Sebag pour tout ce qui est le prisme des données de santé. Voilà, je vous remercie. À la fin, peut-être les questions ?
moi aussi j'aurai une question après sur la responsabilité. Donc je pense que voilà, on aura la chance probablement de discuter. Donc avant tout, merci infiniment de cette invitation et de la possibilité alors de changer un petit peu d'angle de vue avec donc cette dernière intervention qui va pas tant se centrer sur l'acte médical ou sur les acteurs, mais qui finalement va peut-être faire le bilan entre les deux. Et puis, bien évidemment, donc, se poser la question de qu'est-ce qu'on produit quand on fait de la télémédecine ou de la e-santé. On produit des données. Et ces données ne sont pas neutres et elles sont, vous l'avez dit tous les deux, des données de personnes qui peuvent être des patients ou pas d'ailleurs, hein, mais globalement des données de personnes. Alors, ça prend du sens parce que, au sens, là aussi, de la loi informatique et liberté dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, la donnée de santé est une donnée sensible. Et ce caractère sensible, il lui a été conféré de longue date, et puis plus particulièrement par une directive européenne de 1995, qui est en cours de révision, donc je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et cette donnée sensible, elle est sensible parmi d'autres données. Ce n'est pas la seule de données sensibles, la donnée de santé. Vous le voyez sur cette diapo, elle est traitée au même titre que les opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Mais le principe qu'il faut retenir du traitement informatisé de ces données sensibles, c'est que c'est un principe d'interdiction de traitement. Donc là, c'est un petit peu un artefact juridique qu'on retrouve dans d'autres domaines qui vient définir un principe et l'assortir de dérogations. Parce que bien évidemment, à partir du moment où on dit qu'une donnée est sensible, on veut la protéger particulièrement par rapport aux autres types de données que l'on pourrait recueillir. Et vous allez me dire, mais finalement, pourquoi ? Pourquoi celle-là, cette donnée de santé, est considérée comme sensible ? Eh bien, elle est considérée comme sensible parce qu'elle pourrait, finalement, si elle était mal utilisée, conduire à des comportements discriminatoires. Et aussi qui permettrait d'identifier la personne sans qu'elle le souhaite. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces données de santé sont régies par un principe d'interdiction, mais je viens de le dire, il est bien évidemment nécessaire de pouvoir traiter ces données, et donc le traitement est autorisé sous certaines conditions. Alors première des conditions, et ce qu'il faudrait retenir ici, c'est le « ou ». La première des conditions essentielles, c'est que la personne ait consenti. Alors en droit français, c'est un petit peu différent. On ne consent pas en fait pour tout type de traitement de données sensibles de santé. On permet également que ce traitement soit autorisé à partir du moment où les personnes sont informées et qu'elles aient la possibilité de refuser le traitement. Et ça, c'est ce qu'on trouve, ou ce qu'on devrait trouver, je dirais, dans tous les établissements de santé, dans tous les cabinets médicaux, dans lesquels on doit informer les personnes que leurs données de santé font l'objet d'un traitement informatisé et qu'elles ont des droits qui sont assortis à ce traitement, notamment le droit d'accéder à leurs propres informations, le droit de les modifier, le droit de les faire réviser, le droit de s'assurer que ce qui est dit est juste, vrai. Donc il y a tout un mécanisme qui permet aux personnes normalement de pouvoir contrôler d'une certaine manière les données de santé. Et la deuxième des conditions, c'est le fait que, bien évidemment, c'est nécessaire à la prise en charge médicale. Et donc du fait que c'est nécessaire à la prise en charge médicale, ça permet et ça autorise le traitement de ces données qui sont normalement considérées comme non possiblement ne pourraient pas être l'objet d'un traitement. Il faut savoir que ces règles de la loi informatique et liberté, bien évidemment, s'articulent avec les règles de la déontologie médicale et notamment renforcent et viennent rappeler que les données, du fait de leur sensibilité et du fait que ce sont des données personnelles, c'est-à-dire qu'elles révèlent l'identité d'une personne, sont couvertes par l'obligation de secret professionnel qui, je le rappelle, est également sanctionnée ici par le Code pénal. La CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, est venue éditer en 2011 un guide pour les professionnels de santé dans lequel elle justement réaffirme quels sont les principes qui doivent être respectés. Donc là, ça s'adresse essentiellement aux professionnels de santé. Donc quelles sont les règles qui doivent être respectées et quels sont les piliers sur lesquels la télémédecine doit s'appliquer. Donc ce sont des règles qui ont été identifiées comme venant en plus
je dirais, des règles classiques que je viens de donner, c'est-à-dire le consentement, l'information, les règles qui sont relatives à tout type de traitement de données. Donc la CNIL a rajouté donc, un certain nombre d'éléments. Donc d'une part, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ces 5 piliers, mais vous le voyez, il faut qu'à chaque fois qu'on va mettre en œuvre un traitement de données de santé, eh bien, il faudra qu'on puisse prouver, alors si jamais il y avait de la jurisprudence, alors on est d'accord, il n'y en a pas beaucoup, mais il faut qu'on puisse prouver que ces 5 éléments sont pertinents et existent. Donc le principe de finalité, ça veut dire qu'on doit expliquer pourquoi on fait un traitement de données de santé. Dans quel usage, à quel type d'usage. Et ça a du sens parce qu'on va le voir. Aujourd'hui, on recueille énormément de données de santé dans le contexte médical, pour le traitement, pour la télémédecine. En revanche, ces données, elles existent. Elles sont stockées quelque part et elles ont une valeur. Et vous l'aurez compris, ces données, on veut pouvoir les utiliser pour autre chose, et notamment pour la recherche. Et ce qui veut dire que, au départ, si on a prévu de faire un traitement de données de santé dans le contexte de la télémédecine pour les traitements du patient, pour la prise en charge médicale, c'est un changement de finalité que de vouloir les utiliser dans le contexte de la recherche. Et ça, c'est quelque chose c'est une chose probablement à laquelle on ne pense pas tout de suite au départ quand on met en œuvre le traitement initial. Mais si on veut véritablement utiliser pour autre chose, il faut vraiment l'anticiper dès le départ dans les finalités qu'on aura identifiées, etc., etc. Donc je ne vais pas aller dans l'intégralité de ces principes. Il faudra retenir, à mon sens, parce que là aussi moi je suis juriste et que je travaille beaucoup sur la question en fait de la confidentialité des données. Et le principe de sécurité et de confidentialité des données, c'est un principe qui est fondamental, notamment du fait qu'il intrique des problématiques techniques, c'est-à-dire que nous, les juristes, on est capable de dire il faut protéger ces données. Elles doivent être et elles doivent rester confidentielles. Ça, c'est le principe. Mais la mise en œuvre, elle relève de dispositifs qui sont techniques. Et ça nécessite obligatoirement une forte collaboration en fait entre les équipes techniques, les équipes de juristes et les équipes de professionnels de la santé. Donc ça veut bien dire que l'activité elle est totalement transversale et que cette notion de confidentialité des données, alors elle est très théorique, mais elle doit être mise en œuvre, elle doit être effective. Et puis le respect du droit des personnes, c'est essentiellement une bonne information des patients, une correcte information des patients, et aussi le recueil de leur consentement, notamment quand c'est prévu par la loi de manière explicite. Ce haut niveau de sécurité, il doit servir à quoi ? Je le répète encore ici, il doit servir à garantir la sécurité des données. Et il doit servir à titre principal au fait que ces informations ne seront pas divulguées à des tiers. Alors, les tiers en question, on en parle souvent, on dit toujours, on prend en exemple l'assureur, l'employeur, mais j'ai envie de dire, ça peut être également d'autres professionnels au sein de l'établissement, ça peut être des chercheurs, ça peut être aussi des professionnels qui sont plus proches de nous. Et la question de la sécurité de l'échange, au jour d'aujourd'hui, elle est fondamentale. Pour une raison qui est très simple, là aussi, donc, je me mets dans le contexte soit de la prise en charge médicale, soit de la recherche, c'est que ces données, elles sont largement échangées. Et qu'aujourd'hui, quand on fait un programme de recherche, par exemple, eh bien, on est obligé d'aller chercher des données dans plusieurs centres et de les échanger, éventuellement de les pooler, c'est-à-dire de les mettre dans une nouvelle base de données. Et tout ça, techniquement, c'est simple. Enfin, j'ai envie de dire, c'est assez facile. En revanche, la garantie de la confidentialité dans ce contexte-là, elle n'est peut-être pas complètement évidente et elle nécessite en tout cas qu'on y réfléchisse à plusieurs. Et donc, vous le voyez, la CNIL a identifié des questions supplémentaires qui sont mentionnées ici et qui devraient être particulièrement regardées dans le contexte de la télémédecine, qui sont l'authentification des professionnels de santé, la confidentialité encore une fois, le chiffrement des données transmises. Alors, moi, je ne suis pas une technicienne, mais on vous dira tout le temps, oui, avant d'envoyer vos données, il faut qu'elles soient codées. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place des dispositifs qui soient performants. Parce que ces codes, aujourd'hui, j'imagine que les codes d'hier ne sont pas les codes d'aujourd'hui et ne seront probablement pas ceux de demain. Et puis, une question liée à l'intégrité des données, le fait qu'elles ne soient pas dégradées, qu'elles puissent être conservées dans de bonnes conditions pour pouvoir être utilisées sur le long terme.
Il y a également des devoirs pour les hébergeurs, donc vous en avez parlé tout à l'heure, et en sachant que normalement, il faudrait recueillir un consentement express à cet hébergement. Alors, je ne sais pas si c'est fait de manière particulière et spécifique. C'était une question, en tout cas, que je me posais. Et puis, les futurs enjeux, j'en ai parlé, c'est le développement technologique, le cloud, ce qu'on appelle les entrepôts de données, le fait qu'on constitue des grandes bases de données à l'entrée dans les établissements. Donc là, il n'est pas seulement question de l'échange, il est question de la constitution même donc de données de santé et l'impact que ça va avoir sur la sécurité et la confidentialité, notamment en termes d'atteinte à la vie privée. Et la question des finalités multiples, j'en ai parlé tout à l'heure, je n'y reviens pas, mais c'est vraiment un problème, c'est vraiment une question. Je pense que la constitution d'échanges de données et la constitution de nouvelles bases de données à partir de données recueillies dans différents points, c'est extrêmement important, ça doit être utilisé, c'est une ressource qui est précieuse et donc il faut que ça soit prévu, il ne faut pas qu'on soit coincé après quand on veut les utiliser. Et puis, quelques éléments là sur lesquels on reviendra probablement qui sont liés aussi à l'intérêt que porte l'Union européenne à cette télémédecine, avec une communication qui a été réalisée en 2008 et qui était en fait précurseur sur le plan dont je parlerai un petit peu en conclusion, avec là aussi, donc quand même, on le voit. Alors, je ne sais pas si c'est justifié, parce que j'en vois qui font un peu... je ne sais pas si c'est justifié. Mais c'est vrai que la question de la protection des données et de leur confidentialité, c'est central pour l'Union européenne. Alors, est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? Je suis parfaitement prête à en discuter. Je ne suis pas la Commission européenne. En revanche, c'est vrai que c'est central dans toute l'articulation des textes qu'ils vont proposer. Donc, le droit à la protection des données, on le tourne comme on veut, c'est une question qu'on ne pourra pas éviter, et ainsi que celle de la confidentialité. Et vous le voyez également, l'évaluation en termes de services de télémédecine, j'imagine l'évaluation des différents dispositifs. Et donc les outils, alors là ça va se compliquer probablement, là aussi dans le futur, c'est qu'on multiplie les outils, et qu'on a deux outils, à mon avis, qui vont tendre probablement à s'appliquer au contexte de la télémédecine, qui sont d'une part, donc, cette fameuse directive de 95 qui est en cours de révision, qui va donc devenir un règlement. Alors là aussi, sans faire de technico-juridique, le règlement, à partir du moment où il sera adopté, il sera directement applicable dans l'ensemble des pays et des États membres de l'Union européenne. Donc ce règlement, le calendrier, c'est à peu près 18 mois, 2 ans à partir d'aujourd'hui. Donc il y a eu une première proposition l'année dernière qui est aujourd'hui en cours d'évaluation. Et ce règlement s'intéresse à tout type de données personnelles, c'est un règlement sur les données personnelles, et il comporte tout un chapitre sur les données de santé, et ça risque de bouleverser, en fait, si ça reste en l'état, ce qui n'est probablement pas le cas, mais en l'état actuel des choses, il y a des dispositions, notamment concernant le consentement, qui sont extrêmement contraignantes concernant les médecins, les chercheurs et les établissements. Et il y a beaucoup encore aujourd'hui de discussions et de lobbying qui est réalisé au niveau de la Commission pour faire évoluer ce texte dans le sens d'une plus grande souplesse, tout en respectant la confidentialité et le droit des personnes. Mais parce qu'en l'état actuel des choses, si c'était appliqué aujourd'hui, ce serait complètement bloquant. Donc ça va être extrêmement important dans le futur, de se connaître en tout cas les dispositions de ce programme. Et puis par contre, je pense qu'en termes de soutien, de soutien de l'Union européenne, il y a ce fameux plan d'action donc pour le développement de la e-santé qui a été adopté en décembre dernier, donc il y a très peu de temps, et qui a pour objectif en fait de doter d'outils communs, de standardiser les pratiques. Quand on parle de plan d'action, ça veut dire aussi qu'on va soutenir peut-être financièrement, et probablement financièrement, des nouveaux dispositifs dans le contexte de la e-santé. Donc il faut savoir qu'il y a une vision très positive également de la Commission européenne. C'est un message positif, le fait d'avoir identifié ce plan et le fait d'avoir proposé des outils qui iront dans le sens d'une standardisation des pratiques dans les États. Parce que, vous l'aurez compris, et ça aussi on peut en parler, moi je ne connais pas trop l'état de la télémédecine dans les autres pays, mais il y a probablement aussi de la collaboration à mettre en œuvre, parce qu'on ne peut pas choisir de faire des choses ici et de les faire complètement différemment ailleurs. Ça risque de créer une forme d'insécurité juridique, y compris pour les établissements, pour tous les acteurs de la chaîne et pour les patients. Et je vous remercie et merci pour vos questions. Je pense qu'on va libérer la salle et je vous propose peut-être de continuer la discussion
Je vous remercie.